Si tu flottais dans l'espace, personne ne t'entendrait ni chuchoter, ni parler, ni même hurler d'horreur à la vue d'un astéroïde géant filant droit sur toi. Ce n'est pas seulement parce que tu serais loin de la Terre, mais le son a besoin de matière pour se propager. Les sons ne sont que des vibrations de molécules et d'atomes dans un milieu comme l'eau ou l'air. Tu captes les ondes sonores par ton canal auditif et ton tympan. Ces vibrations, une fois reçues, se transforment en signaux électriques pour que notre cerveau puisse les comprendre et les reconnaître. La fréquence des sons que les humains peuvent entendre se situe entre 20 et 20 000 Hz. Le son se déplace 4 fois plus vite dans l'eau car les molécules sont plus proches les unes des autres que dans l'air. Naturellement, il se déplace plus vite dans l'acier que dans l'eau et dans l'air. Le son naturel le plus puissant sur notre planète est celui produit par un volcan en éruption. Ce n'est pas sûr à 100%, mais les scientifiques pensent que l'éruption du Krakatoa en 1883 était probablement le son le plus intense que l'humanité ait jamais eu l'occasion d'entendre. Il a explosé avec une force énorme, détruit son île et libéré 20 millions de tonnes de soufre dans l'atmosphère. Des gens l'ont même entendu à 4800 km de distance. C'est comme si quelqu'un produisait un son à New York et que les gens l'entendaient jusqu'en Irlande. Le son peut prendre de nombreuses formes, mais les humains le connaissent surtout sous la forme d'ondes de pression qui se déplacent dans l'air. Le son se déplace plus lentement à travers les gaz lourds et l'air froid. Il se déplace plus rapidement dans les gaz plus légers, par exemple l'hélium. Il n'y a pas d'eau ni d'air dans l'espace, donc le son n'a rien à parcourir. Notre atmosphère est composée de 10 billions de billions d'atomes. C'est comme une soupe très épaisse et cela permet au son de se propager. Il n'y a que 10 atomes par mètre cube dans l'espace. Cela signifie que l'espace est vide et silencieux. Mais ça n'a pas toujours été le cas. L'univers a entre 10 et 20 milliards d'années. Il est apparu à la suite du Big Bang. Cet événement ne fut pas l'explosion d'un point unique et précis de l'espace, mais plutôt l'apparition de l'espace même, partout dans l'univers et au même moment. À l'époque, l'univers était comme une boule de plasma chaud. Il était beaucoup plus épais qu'aujourd'hui et le son pouvait donc le traverser. En se développant, l'univers produisait des ondes de choc, et celles-ci, à leur tour, produisaient un grondement cosmique bien plus grave que ce que nos oreilles peuvent normalement entendre. Ce sont les tout premiers sons que l'univers a produits à l'époque où il était encore en formation. Les scientifiques les ont décodés et adaptés à nos oreilles. Avec le temps, l'univers s'étendait. Aujourd'hui, il est beaucoup plus grand, plus vide et plus silencieux. Mais c'est une bonne chose pour nous. Si le son se déplaçait facilement dans l'espace, nous entendrions constamment les explosions, les craquements, les rumeurs et autres sons que les corps spatiaux produisent en permanence. Le Soleil n'est pas silencieux. Ceci est le son des vibrations créées par ses diverses projections, éruptions et autres activités. Le Soleil crée des billions et des billions de watts d'énergie sonore. C'est comme une pulsation, un battement de cœur faible. Cela permet aux chercheurs de découvrir ce qui se passe à l'intérieur du Soleil et de comprendre ses différentes couches. Si ces sons nous parvenaient sur Terre, ce serait comme d'entendre constamment un marteau-piqueur en marche. Si avec l'un de tes amis, vous vous promeniez sur la surface de la Lune, vous ne pourriez pas vous entendre parler. Pas d'air, pas de son. Mais cela ne veut pas dire que la Lune elle-même ne produit aucun son. Lorsque le premier vaisseau spatial s'est posé sur la Lune, il a provoqué des impacts qui ont ensuite donné lieu à des tremblements de Lune. Les scientifiques ont sauté sur l'occasion et mesuré les vibrations qui traversaient la Lune à ce moment afin de comprendre sa structure interne. Ils se sont rendus compte que les vibrations provoquées duraient plus longtemps que prévu, et plus longtemps que toutes les vibrations similaires sur Terre. C'était comme si ces tremblements de Lune produisaient un son de cloche. Lors d'un tremblement de terre, l'humidité du sol agit comme une éponge. Elle absorbe l'énergie des ondes qui se propagent jusqu'à ce que leurs effets prennent fin. C'est pourquoi on dit que c'est l'eau qui finit par arrêter un tremblement de terre. La Lune est sèche, comme un gros rocher compact. Les séismes lunaires sont moins intenses. Mais comme il n'y a pas d'eau pour les arrêter, les vibrations vont et viennent plus librement. La roche les arrête à un moment donné, bien sûr, et c'est à ce moment-là que le tintement s'arrête lui aussi. Voyons maintenant ce qu'il en est du son sur différentes planètes.
Neptune, Uranus et Saturne sont principalement constitués d'hélium et d'hydrogène. Ces gaz sont bien plus légers que l'atmosphère de notre planète. Donc ta voix y serait généralement d'un son plus aigu. Mais chaque planète a ses couches propres et cela fait une différence pour le son. Neptune a ses profondeurs obscures, Uranus ses nuages de méthane, mais elles sont toutes deux glaciales, faites de gaz, et ont des particules de glace dans leur atmosphère. Saturne, qui est aussi une géante gazeuse, connaît des tempêtes violentes et furieuses. Titan, la plus grande lune de Saturne, est d'après ce que nous savons, la seule à posséder une véritable atmosphère. Elle est plus épaisse que celle que nous avons sur Terre, il y fait très froid et il y pleut du méthane liquide. En 2005, des scientifiques ont envoyé le vaisseau spatial Huygens enregistrer un son incroyable et qui te serait très familier. Le bruit du vent, mais à des milliards de kilomètres de nous, sur Titan. Si tu te trouvais sur cette lune, tu pourrais même entendre un son rappelant une chute d'eau. Mais en réalité, il s'agit de l'écoulement du méthane liquide. Passons à Jupiter. Elle n'a pas non plus de surface solide. Elle est faite d'un gaz qui devient plus dense à mesure que l'on s'enfonce dans ses profondeurs. À un moment donné, il se transforme même en liquide. Le son est différent dans chacune de ses couches. Jupiter est en fait une planète assez bruyante et elle produit des sons étranges comme d'intenses tempêtes radio accompagnées d'éclairs puissants. Si tu y étais, tu entendrais des échos d'échos allant et venant sans fin. Mars. Son atmosphère est beaucoup moins dense que celle de la Terre, ce qui signifie qu'il n'y a pas beaucoup de molécules au travers desquelles le son peut se propager. Les vents peuvent y être assez violents, comme nos ouragans, mais sur Mars, ils donnent plutôt l'impression d'une douce brise. Tu n'entendrais pas forcément une tempête. Tu n'entendrais peut-être que les grains de poussière soulevés venant s'écraser sur ta combinaison spatiale. Dans cette atmosphère ténue, ta voix serait beaucoup plus faible et elle ne se propagerait pas loin. Quelqu'un pourrait être à côté de toi et crier et tu n'entendrais probablement rien. Dans un air peu dense, nos voix sont généralement plus aiguës, mais les températures froides, comme sur Mars, ralentissent le son et il s'équilibre à nouveau. Là-bas, ta voix aurait un son un peu distant et comme flou. Imagine que tu écoutes un instrument comme une guitare ou un piano. Ce serait comme une mélodie étouffée sortie d'un rêve. Le son sur Vénus est un peu à l'opposé de celui de Mars. Vénus a une atmosphère dense, beaucoup plus dense que la nôtre, quelque chose entre l'eau et l'air. Là-bas, tu entendrais des sons comme lorsque tu es sous l'eau. L'environnement y est peu différent avec ses 482 degrés Celsius et ses 100 tonnes de pression atmosphérique. Mais disons que si tu as une combinaison spatiale magique qui te protège, tu ne seras pas écrasé ou brûlé. Sur Vénus, tu entendrais le tonnerre. Il y a 40 ans, un engin spatial a atterri avec succès à sa surface et a réussi à tenir presque 1 heure avant de s'éteindre. Il a capté ces sons étonnants de vent puissant. Si tu te mettais à parler sur Vénus, ta voix serait d'abord plus grave à cause de l'atmosphère dense. Mais elle serait ensuite plus aiguë car l'air chaud augmente la vitesse du son. Elle serait un peu déformée et étouffée, tout comme le bruit du tonnerre autour de toi. Mercure est un corps rocheux sans atmosphère. Du coup, se tenir à sa surface et parler serait comme essayer de parler en flottant dans l'espace. Inutile. Ce sont des conditions de quasi-vide, ce qui pourrait nous faire penser qu'il n'y a aucun son sur Mercure. Pourtant, tu peux en entendre, mais pas dans l'air. C'est dans les pierres. Pose ton oreille contre le sol. Peut-être qu'un séisme se prépare. L'univers est entièrement interconnecté par la lumière. La lumière peut aller n'importe où, depuis n'importe quel point de l'espace, mais pas le son. Donc, non seulement nous avons une planète qui permet la vie, mais elle offre aussi tout un éventail de sons différents. Même sans nous, la Terre ne serait pas silencieuse. Une légère brise caressant doucement la cime des arbres, des tremblements de terre, des volcans, des déserts. L'océan avec ses vagues à la surface et ses bruits effrayants dans les profondeurs. Là-haut, c'est un mystère muet, mais ici-bas, c'est vraiment magique. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Comme chacun sait, les explosions d'étoiles, les astéroïdes qui s'écrasent et les planètes en feu ne font pas de bruit dans l'espace. Vraiment ? Et si on pouvait bel et bien entendre certains bruits là-haut ? Ok, retour à l'école. Le son est une onde mécanique provenant d'une vibration. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement ?
L'exemple le plus parlant est celui des cordes de guitare. Si tu grattes l'une d'entre elles, elle se met à vibrer. Les atomes à l'intérieur de la corde en métal commencent à s'agiter et à heurter les atomes de l'air qui les entourent. Les atomes se poussent les uns les autres jusqu'à ce que certains atteignent nos oreilles. C'est comme la vaguelette créée par un caillou jeté dans un étang. Et cela se produit très rapidement, à une vitesse d'environ 340 mètres par seconde. Ensuite, nos tympans commencent à vibrer à la même fréquence. Et les petits os à l'intérieur de nos oreilles transmettent cette vibration au cerveau. Le cerveau opère alors sa magie, reconnaît le motif et le transforme en son. Super! Maintenant, nous savons que nous avons besoin de certaines particules pour créer du son, et nous pouvons trouver ces particules dans les gaz, les liquides et les substances solides. Mais qu'en est-il de l'espace? C'est un vide presque parfait. Et tu as probablement déjà entendu dire qu'il n'y a pas de son dans l'espace puisque c'est un vide. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement? Un vide parfait est une zone totalement dépourvue de matière. Cela signifie qu'il n'y a rien à cet endroit. Oui, malgré tous ces corps célestes dans l'espace, il n'y a pas d'air entre eux, aucun atome ni particule. Rien du tout. En fait, presque rien. Pour être tout à fait exact, le vide parfait n'existe pas vraiment. On ne peut pas se débarrasser définitivement des atomes. Mais l'espace est très proche de cette notion. En moyenne, il y a 1 à 5 atomes par centimètre cube. Cela peut sembler être beaucoup, mais il faut garder à l'esprit que ces atomes sont microscopiques et la distance de vide qui les sépare est énorme. À titre de comparaison, 1 centimètre cube d'air contient environ 1000 atomes. Alors, bien sûr, avec une densité aussi faible, ces atomes ne peuvent pas se pousser les uns les autres, même si la vibration est très forte, comme dans le cas d'une supernova par exemple. Ils ne pourront toujours pas le faire. Mais alors, les films nous mentent. Toutes ces scènes spatiales épiques se déroulent en fait dans un silence presque gênant. Pas si vite. Et si on te disait qu'il y a, en réalité, certaines façons d'entendre le son dans l'espace? Tout d'abord, il y a toujours du bruit sur d'autres planètes. S'il y a une atmosphère sur un corps spatial, ou au moins quelque chose comme du gaz, de l'eau ou une surface solide, il y aura du bruit. Dans notre cas, l'atmosphère devient complètement silencieuse à environ 100 km au-dessus de la surface de la Terre. C'est là que le ciel cesse d'être bleu et qu'un voile noir étoilé débute. Dans tous les cas, il faudrait atterrir sur une autre planète ou au moins s'approcher de son atmosphère pour entendre quelque chose. Mais quoi que ce soit, le son serait très différent. Prenons l'exemple de notre planète sœur Vénus. L'atmosphère y est très dense. Les scientifiques la qualifient même pour plaisanter d'épaisse soupe chimique. Si tu parvenais à rester en vie et à parler là-bas, ta voix serait très différente. Elle serait beaucoup plus forte et plus profonde. Donc, si tu as toujours voulu chanter comme Pavarotti, maintenant tu sais quoi faire. Et que se passerait-il si la Terre avait une atmosphère plus dense? Qu'entendrions-nous? Eh bien, tu peux vaguement l'imaginer si tu as déjà été dans l'eau. L'eau est très dense, le son s'y déplace beaucoup plus vite et mieux que dans l'air, à une vitesse de presque 2 km par seconde. Si tu t'assieds dans une pièce vide sans source sonore, tu n'entendras pas grand-chose, n'est-ce pas? Maintenant, plonge ta tête dans l'eau et observe comment le même silence résonne ici. Ce n'est pas silencieux du tout. Même si tu ignores les sons omniprésents de l'eau elle-même, tu remarqueras immédiatement à quel point tu peux entendre ton propre corps. Comment ton sang pulse dans tes veines, comment ton cœur bat, le moindre mouvement de tes doigts. Assez effrayant, n'est-ce pas? Cela nous donne une idée de ce qui nous arriverait sur une planète dont l'atmosphère est plus dense. Et c'est tout simplement fou. Nous entendrions tout. Des animaux qui courent au mouvement des plaques tectoniques. Il est donc évident qu'il y a du son sur d'autres planètes. Mais qu'en est-il de l'espace? Il y en a aussi, par exemple, dans un nuage de poussière. Tu peux trouver de la poussière spatiale presque partout dans l'espace. Il peut s'agir des restes d'une étoile ou d'autres choses. Et dans ces endroits, tout est un peu plus dense que la normale. Cela signifie qu'il y a probablement des nuages de poussière où les particules sont très proches les unes des autres, ce qui signifie qu'elles peuvent produire des sons. Bien sûr, ceux-ci seront très faibles et transmis sur une très courte distance. Mais c'est quand même mieux que rien, non? Il se trouve qu'on a déjà enregistré un son spatial. Il provient de l'amas galactique de Persée,
qui se trouve à 250 millions d'années-lumière de nous. La NASA l'a enregistré en 2003. Il ressemble à une note en si bémol. Mais sa fréquence est si basse que l'oreille humaine, malheureusement, ne peut pas le percevoir. Mais à part ça, on ne peut entendre quelque chose qu'à l'intérieur des vaisseaux spatiaux. Après tout, ce sont de petites poches d'air. Dans une combinaison spatiale, tu entendrais aussi très bien les sons, y compris ta respiration ou la circulation de ton sang. Mais deux astronautes flottant côte à côte ne s'entendraient pas, même s'ils se rapprochaient et criaient très fort. C'est d'ailleurs assez cocasse. Si tu te cognais la tête contre quelque chose, le bruit serait très fort pour toi, mais ton collègue astronaute n'entendrait rien. C'est pourquoi les astronautes utilisent des appareils radio. Maintenant, de façon purement théorique, si tu pouvais d'une façon ou d'une autre sortir de ta combinaison spatiale et survivre, tu serais capable d'entendre les bavardages et les bruits qui se passent à l'intérieur du vaisseau spatial. Mais comment ? Simplement parce qu'il y a de l'air à l'intérieur du vaisseau qui transmet le son. Ce dernier atteint l'enveloppe métallique et la traverse. Si tu t'appuyais contre le vaisseau, en le touchant de préférence avec ton coude ou ton genou, le son serait transmis au cerveau directement par tes os, en ignorant les oreilles. Oui, nos os conduisent le son. C'est ainsi, par exemple, que les personnes sourdes écoutent de la musique. C'est ce qu'on appelle la conduction osseuse, que l'on utilise dans certains casques et autres technologies. Tu peux faire une petite expérience. Bouge tes oreilles avec tes doigts. Ferme-les bien pour ne quasiment plus rien entendre. Puis, essaye de toucher une source sonore. Il peut s'agir de n'importe quoi qui vibre. Par exemple, un haut-parleur qui joue de la musique, avec une partie de ton corps où l'os est proche de la peau. Maintenant, observe, ou plutôt écoute, le miracle se produire. Tu peux entendre le son, non pas par tes oreilles, mais directement dans ton cerveau. En revanche, ne répète pas cette expérience dans l'espace. Maintenant, tu as probablement entendu parler de choses comme les sons de l'espace, où tu peux écouter, par exemple, les sons émis par le Soleil ou différentes planètes. Comment fait-on pour les enregistrer ? C'est assez facile. On utilise une autre façon d'entendre le son dans l'espace, les ondes électromagnétiques. En d'autres termes, une radio. La radio repose sur la même forme de rayonnement électromagnétique que la lumière. Ces ondes peuvent voyager dans le vide sans aucun problème. Les émetteurs des astronautes fonctionnent de cette façon. Un astronaute dit quelque chose à son collègue. Les ondes sonores se transforment en ondes radio, atteignent l'autre personne et sont ensuite reconverties en sons. Et c'est ainsi que nous obtenons ce qu'on appelle les sons de l'espace. Notre planète est d'ailleurs très bruyante à cet égard. Nous envoyons une énorme quantité d'ondes radio dans l'univers, tous les signaux radio que nous avons déjà écoutés. Dommage qu'ils ne voyagent qu'à 110 années-lumière de nous. Mais après tout, c'est peut-être une bonne chose qu'on n'entende pas tout ce qui se passe dans l'espace. Imagine que le son puisse facilement voyager dans l'univers. On entendrait absolument tout, des éruptions solaires aux supernovas. Assourdissant, n'est-ce pas ? Une fois qu'elles ont explosé, les étoiles ne sont pas censées revenir à la vie. Mais certaines étoiles ont en quelque sorte survécu à la grande explosion des supernovas. Ces étoiles zombies sont plutôt rares. Les scientifiques en ont trouvé une très grosse appelée LP40-365. C'est une naine blanche partiellement consumée. Une naine blanche est une étoile qui a brûlé tout son hydrogène, lequel était auparavant son combustible nucléaire. Dans ce cas, l'explosion finale n'était peut-être pas assez puissante pour détruire l'étoile, ce qui explique qu'une partie de la matière ait survécu. Une autre de ces étoiles zombies est une ancienne naine blanche ou un résidu d'explosion qui a englouti tellement de matière d'une autre étoile qu'étonnamment, elle a explosé de nouveau. Si tu vas sur la Lune un jour et que tu vois des empreintes fraîches, cela ne signifie pas qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi. Les empreintes de pas ou autres marques similaires peuvent y rester 1 million d'années, car la Lune n'a pas d'atmosphère. Il n'y a donc pas de vent qui pourrait lentement effacer ces empreintes. Dans l'espace, tu serais assez fort pour souder 2 pièces de métal ensemble avec tes propres mains. Ok, ça n'a rien à voir avec la force. Tu aurais juste à les presser ensemble et c'est tout. L'oxygène de notre atmosphère forme une fine couche à la surface du métal qui agit comme une barrière. C'est pourquoi ce tour de force, impossible sur Terre, est parfaitement plausible dans l'espace. D'ailleurs, si tu y vas un jour, n'enlève pas ta combinaison hors du vaisseau spatial. L'air dans tes poumons se dilaterait, ainsi que l'oxygène se trouvant
dans tout ton corps et tu gonflerais comme un ballon. Bonne nouvelle, la peau est suffisamment élastique pour t'empêcher d'exploser. Maigre consolation. Si tu regardes un film émouvant dans l'espace et que tu te mets à pleurer, tes larmes ne couleront pas. Elles s'accumuleront autour de tes globes oculaires, tes yeux deviendront trop secs et tu auras l'impression qu'ils brûlent. Tout liquide à la surface de ton corps s'évaporera, y compris la salive sur ta langue. En parlant de brûler, on ne peut pas faire de feu dans l'espace car il se nourrit d'oxygène et comme il n'y en a pas dans l'espace, si un incendie se déclare dans une navette, il suffit de couper le système de ventilation. Cela deviendrait plus compliqué si de la fumée se produisait et que certains matériaux fondaient dans des conditions de gravité réduites. Les extincteurs à mousse ordinaires que nous utilisons sur Terre sont d'ailleurs inutiles ici, car ils libèrent de la mousse de manière disparate. Des chercheurs sont en train de mettre au point un extincteur qui éteindrait les incendies en utilisant des ondes sonores. Plus l'intensité du son est élevée, plus il peut éteindre de grandes flammes, mais les astronautes risquent de devenir sourds si la fréquence est trop élevée. Un trou noir n'est pas un monstre affamé qui se balade et à la gravité duquel rien ne peut échapper. Lorsqu'une chose s'approche du point de non-retour, que nous appelons aussi l'horizon des événements, elle disparaît sans jamais revenir en arrière. Mais selon la physique quantique, rien ne peut véritablement être réduit à néant. Il s'agit donc d'un paradoxe. C'est Stephen Hawking qui a pensé que les trous noirs n'avaient pas vraiment d'horizon des événements. Peut-être ont-ils des horizons apparents qui emprisonnent les choses pendant un certain temps et que l'énergie piégée finit par s'échapper sous une forme différente. Lorsqu'un objet entre dans un trou noir, il change de forme et s'étire comme un spaghetti. Cela se produit parce que la forme gravitationnelle tente d'étirer un objet dans une direction tout en le comprimant dans une autre. Autre paradoxe. D'ailleurs, un trou noir aussi gros qu'un atome a la masse d'une énorme montagne. Il y en a un au centre de la Voie lactée qui s'appelle Sagittarius A. Il a une masse équivalente à 1 milliard de soleils, mais heureusement, il est très loin de nous. Plus de 23 000 débris spatiaux plus gros qu'une balle de baseball flottent au-dessus de notre planète en se déplaçant à plus de 28 000 km/h. Et il y en a environ 500 000 qui ont la taille d'une bille. Les déchets spatiaux sont généralement des débris composés de particules naturelles appelées météoroïdes et de particules artificielles, comme celles que nous fabriquons sur Terre. Les météoroïdes tournent en orbite autour du Soleil, alors que la majorité des débris d'origine humaine sont en orbite autour de la Terre. Nous avons lancé environ 9000 engins spatiaux de par le monde, satellites ou fusées. Même les plus petits morceaux peuvent endommager un engin spatial avec des vitesses aussi élevées. Galaxies, planètes, comètes, astéroïdes, étoiles. Les corps célestes sont des choses que nous pouvons réellement voir dans l'espace, mais ils représentent moins de 5% de l'univers total. La matière noire, l'un des plus grands mystères de l'espace, est le nom que nous utilisons pour désigner toute la masse de l'univers qui nous est encore invisible. Elle pourrait constituer 25% de l'univers. L'énergie noire constitue le reste des 70% de l'univers. Les scientifiques ne savent pas grand-chose à son sujet, mais ils pensent que l'énergie noire pourrait être à l'origine de l'expansion croissante de l'univers, tandis que la matière noire la ralentit. La matière noire n'interagit ni avec nous ni avec elle-même. Si c'était le cas, nous trouverions des galaxies de matière noire, des planètes de matière noire ou d'autres objets de ce type. Les astronomes ont trouvé par hasard le plus grand trou que nous ayons jamais vu dans l'univers. Il s'agit du vide géant qui s'étend sur 1 milliard d'années-lumière. L'un des membres de l'équipe s'ennuyait et a voulu voir comment les choses se passaient dans la direction du point froid. Il s'agit d'une anomalie dans la carte du fond diffus cosmologique ou FDC. C'est une faible lueur qui tombe sur notre planète depuis différentes directions et qui remplit l'univers. Elle traverse l'espace depuis près de 14 milliards d'années, comme la rémanence qui s'est produite après le Big Bang. Mais au lieu du FDC, ils ont réalisé qu'il y avait une zone immense, beaucoup plus froide que ce à quoi ils s'attendaient. L'équipe a tenté de chercher des signaux radio, mais en vain. Cela signifie qu'il n'y a ni galaxie, ni amas cosmique, et à cause de ce froid, il n'y a pas non plus de matière noire ni de matière tout court. Donc le vide géant est juste vide, et les chercheurs pensent qu'il pourrait être constitué d'énergie noire. La lumière peut tout de même le traverser,
Et ce n'est pas la seule zone vide de l'espace, mais c'est la plus grande connue. La zone autour d'une étoile est habitable lorsqu'elle n'est ni trop froide ni trop chaude pour trouver de l'eau liquide sur les planètes environnantes. Imaginons que notre planète se trouve là où est Pluton. Étant trop loin du Soleil, nos océans et notre atmosphère seraient gelés. Mais si la Terre était à la place de Mercure, nous serions trop proches du Soleil et l'eau de notre planète s'évaporerait. Une telle zone habitable est appelée la zone boucle d'or. C'est là où se trouvent les planètes potentiellement capables d'héberger la vie à leur surface. Mais Europe, une des lunes de Jupiter, brise cette règle. Elle est en dehors de la zone habitable, mais elle est quand même suffisamment chaude. Pas directement grâce au Soleil, mais grâce à Jupiter et ses lunes qui pompent leur énergie en direction d'Europe. Cette dernière change de forme quand elle tourne autour de Jupiter, un peu comme les marées qui montent et descendent sur notre planète. L'eau sur Terre change de forme en réponse à la force de marée lunaire. Quand cela se produit avec un objet solide, cela crée une tension chez ce dernier, pompant ainsi de l'énergie vers lui. C'est comme jouer au tennis. À chaque fois que tu frappes la balle, elle se déforme et s'échauffe. La surface d'Europe est gelée, mais il y a des fissures dans la glace. On peut voir des crêtes dans cette glace, là où il y a des fissures. Ensuite, ces morceaux de glace se déplacent et gèlent de nouveau. Tu verrais une chose similaire si tu pouvais survoler l'océan Arctique en hiver. D'immenses couches de glace se brisent et regèlent constamment. Donc, Europe ne peut pas être complètement gelée. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir un océan d'eau liquide sous sa surface glacée. Europe n'est d'ailleurs pas la seule lune concernée. Une autre lune de Jupiter, Io, est également chaude à cause de cette même force, mais elle contient également des volcans qui sont constamment en éruption. Le Soleil n'est donc pas le seul à réchauffer les corps spatiaux et à leur fournir de l'énergie. De nombreux experts s'accordent à dire que l'univers pourrait toucher à sa fin d'ici 3 à 22 milliards d'années. Il est en expansion constante, ce qui signifie qu'il s'est formé à partir d'un état compact. S'il a un début, il aura probablement aussi une fin. Une théorie populaire affirme que son expansion va ralentir et que la gravité reprendra le dessus et le fera rétrécir, menant tout au chaos le plus complet. Galaxies, étoiles, planètes et corps célestes entreront en collision et se détruiront les uns les autres. C'est comme un Big Bang inversé, sauf que cette fois, tout sera comprimé. Eh bien, sur cette note joyeuse, je vous souhaite à tous de voir la vie du côté le plus sympa.